les champs, les rizières, il y avait toujours, on cultivait l'arachide, ainsi de suite. Donc beaucoup de choses. En matière d'agriculture, le plus important, c'est la science. Priez que Dieu vous donne. Et je dirais dans n'importe quel, la patience. Si vous n'avez pas de patience, vous allez rater le fruit de la récolte que vous devez. Il est nécessaire et important d'y habiter à l'intérieur de ton esprit. Le défi se trouve dans le choix des personnes avec qui tu dois collaborer pour travailler ce milieu. Mais on est passionné. Voilà, on est passionné, c'est le véritable mot. On a de la passion pour faire ça. na si ñëpp jot ndax jaar-jaar bii dafa am solo na nga ko partagé képp ki nga xamante ne war na ko mën a amal njëriñ te sax xam nga lan la képp ko partagé yàlla na sa jàmm yàgg. Salaamaaleykum gars yi, j'espère que yéen a ngi ci jàmm. Tey on est dans un cadre assez particulier mais bu ngeen gisee cadre bi xam fu ñu nekk à peu près donc ma invité kenn ko am solo nga xamante ni wane na gëm sa bopp mu neex ma lool ma ne xaaral dinañ ko invité ndax ñëpp jàng ci amee ci jàngat bu am solo donc tout de suite après l'intro. Sunu maam Amadou Hampâté Bâ dafa doon wax ni un vieillard qui meurt en Afrique c'est une bibliothèque qui brûle maanaam mag bu faatu mu ngi mel ni ay junni téere yu tàkk jëppet man Kako Jar nee naa nit ku nekk sa dund téere la bu ñu mën a jàng lu bari li ñu yitteel mooy bataaxal yooyu ñëpp jot ci suñuy doom suñuy doomi doom looloo waral Kako Jar indi sama jaar-jaar ndax yaa ko jar Sénégal a ko jar Afrique moo ko jar ñun ñëpp a ko jar wasalaam. dañuy faral di wax ni indépendance foofu lay commencé mais balaa ñuy xuus ci waxtaan bi foofu mu am roulement de tambour. fu mu toll nii que personne ne parle sauf mon invité ayca doxalal. ma bàyyi ko mu nuyu tey maa ngi invité kan salaamaaleykum est-ce que mën nga présenter wu libre à toi de parler français ou wolof on s'adresse aux Sénégalais ils parlent les deux langues. Merci beaucoup. Je m'appelle Bertin Kouli Diatta. Bertin Kouli Diatta. J'habite le village qui s'appelle Emaï. Dans le département de Oussouye, précisément la région de Ziguinchor. Mon village Diola. Mes parents sont animistes et je suis né dans une famille animiste. Et j'ai pratiqué les fétiches comme d'habitude dans ces zones-là. C'est le plus fait selon les cultes, l'animisme est le plus suivi dans ces zones. Okay. Donc, je l'ai pratiqué depuis ma naissance. Ok. Bertin, est-ce qu'il a été à l'école? C'est quoi ton cursus scolaire? J'ai fait l'école au village, l'école primaire. Et puis après le BFM, je suis allé au collège à Oussouye, donc chef-lieu départemental. Donc c'est là où j'ai eu également mon baccalauréat. Donc après le baccalauréat, je suis venu directement à Dakar à l'université. Donc j'ai fait l'université de Dakar, fac droit. Après j'ai décidé d'arrêter pour faire cette formation agricole. Ok, très intéressant. Alors tes parents, ils faisaient quoi comme métier, comme travail? Mes parents sont agriculteurs paysans, comme on a l'habitude de le dire, le mot paysan. Donc c'est des paysans et cultiver la terre, récolter le vin et c'est ça leur activité quotidienne. Ok. Est-ce que tu as eu des frères et sœurs dans ta famille? Quel type de famille? Oui, j'ai une famille où on est 4 garçons et 4 sœurs. Okay. Je peux dire ça comme ça. Donc voilà, on est une famille quand même nombreuse. Mais okay. Dieu merci. Voilà Dieu. Alors, quels sont les faits, les événements de ta jeunesse qui t'ont marqué par rapport au domaine où tu es aujourd'hui, par rapport à l'agriculture? Est-ce que
quand tu étais jeune, tu faisais de l'agriculture, enfant. Quels sont les souvenirs que tu as par rapport à ça? Oui, quand on était jeune, comme je disais tout à l'heure, on a grandi au village. On était tout le temps dans les champs, que ce soit en période d'hivernage ou que ce soit en pleine saison sèche. On était toujours dans les champs. Chaque fois, il y a toujours des travaux à faire. On travaillait beaucoup dans les champs, les rizières, comme dans les forêts. Il y avait toujours, on cultivait l'arachide, le riz, ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses, en tout cas. Il n'y avait pratiquement pas de repos au village. Il y avait toujours du travail à faire, surtout. Même pendant l'année scolaire? Même pendant l'année scolaire, on travaillait toujours. Il fallait toujours faire la jachère aussi au niveau des rizières et retourner en même temps aussi le sol pour préparer l'hivernage. Pour que au moment de l'hivernage, les gens puissent venir cultiver facilement. Donc, les jeunes étaient, donc, comme on dit, délégués à ce travail précisément. Bien qu'il y avait quelques vieux qui venaient, mais c'était les jeunes qui le faisaient vraiment et presque en outrance. Chaque week-end, à la descente, comme on dit, non, chaque fois qu'on prenait le week-end, le samedi ou le dimanche, il fallait toujours aller dans les rizières jusqu'à presque 2 heures, donc pour revenir au village. Ok. Est-ce que Bertin a eu une enfance où tu as joué au foot ou bien, je ne sais pas, à Idembali, tout ce que les jeunes ont pu faire dans les villes? Est-ce que vous aviez ce choix-là, cette possibilité? Oui, on a bien fait ces genres d'activités avec les jeunes. On était très actifs avec la jeunesse. On organisait des soirées dansantes. On avait des copines. On sortait pour aller dans d'autres villages, pour aller faire des soirées et revenir. Et on jouait au foot, les navétanes. Tout cela, on le faisait. Et il y avait aussi des danses qu'on compte chez nous. Donc, il y avait la lutte aussi. On faisait toutes ces activités, en tout cas, en tant que jeunes. On a beaucoup, vraiment œuvré dans la jeunesse. Donc, malgré l'agriculture, malgré l'école, quand même, vous avez eu une enfance assez normale, comme tout le monde. Oui, on a été très actifs, en tout cas, durant notre enfance. Très actifs et on participait à toutes les activités que le village organisait. Alors, quelles sont les valeurs? Je sais que ceux qui sont sudistes, souvent, ils ont cette nature de personnes qui ont des valeurs. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques valeurs Diola que tu as appris dans ton enfance et qui t'aident jusqu'à aujourd'hui? Quelque chose qui m'aide vraiment jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est la formation. La formation du jeune dès son jeune âge. C'est des trucs de bois sacré? Pas vraiment. C'est depuis la maison. On t'apprend à préparer le repas. Il n'y a pas de choix, je suis fille ou garçon. On t'apprend à préparer le repas, à piler le riz, à séparer le riz du foin, tout ça. Et on le faisait pour préparer. Et on a été formé à ça. Et vraiment, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui me sert jusqu'aujourd'hui, vraiment, dans ma vie. Parce que partout où je vais, même s'il n'y a personne, je sais me débrouiller pour me faire des choses, préparer, ainsi de suite, tout cela. Et autre chose aussi qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est le respect. C'est le respect. Chez nous, le jeune n'a pas le droit de contester le grand, de contester l'aîné. Il n'a pas le droit de contester l'aîné. Et quelquefois, parfois, bon, c'est à tort, hein, même si tu as raison, tu es obligé de se soumettre aux décisions des grands, parce qu'ils ont décidé que ça se passe comme ça et ça doit se passer comme ça. Même s'ils ont tort. En tout cas, et personne ne conteste ce qu'ils disent et c'est comme ça, c'est la règle. Et on a grandi comme ça. Et nous aussi, quand on a été adultes, grands, et aussi au village, on a aussi suivi cette règle. Et les autres jeunes ont suivi aussi, ils se sont soumis aussi à nous et ils ont suivi les règles. Et c'est comme ça, c'est quelque chose qui nous a formatés et
tu as du respect aux grands, aux aînés et aux vieux. On conteste rarement à leurs décisions. Ok. Il y a une chose quand même, je suis allé une fois à Ziguinchor, c'était à Cap Skirring. Il y a une chose qui m'avait quand même assez choqué. C'était qu'à un moment donné, on était en mode tourisme et à un moment donné, on devait descendre du bus pour aller marcher un peu dans la forêt. Et quand on descendait, le réflexe de Dakarois ou de Thiessois, c'était de prendre nos sacs, nos effets, parce qu'on ne voulait pas nous les faire voler. Et le chauffeur nous a dit, ici, vous pouvez laisser la voiture ici ou faire tomber quelque chose dehors. Tu pars à Dakar, tu reviens, tu vas le trouver sur place. Et moi, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais si tu fais tomber ton téléphone, donc tu vas le retrouver. Alors que si c'est à Dakar, c'est mort. Le premier qui passe, il le récupère. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens là-bas ont ce détachement des choses qui appartiennent à l'autre? Limite, ils ne convoitent rien qui appartient à son prochain. La raison la plus simple est que dès que tu amènes quelque chose à la maison qui est nouvelle et que les gens de la maison, que ce soit la maman ou le vieux, remarquent que c'est nouveau et que tu n'as pas l'habitude de l'avoir, les questions vont venir. Okay. D'où tu as eu ça, où est-ce que tu as trouvé ça et qui t'a donné. Okay. Et tu dois t'expliquer. Et certainement, les gens qui vont te voir prendre, il y aura d'autres qui vont raconter. Et si, par malheur, la chose ne t'appartient pas, tu vas être obligé de la retourner là où tu l'as amenée. Wow. Okay. Donc, vaut mieux ne pas prendre. Vaut mieux ne pas prendre. Ou demander à qui appartient la chose, donc, pour pouvoir le lui remettre. Mais l'amener à la maison, vous encourez des risques que tu te fasses tabasser parce que tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. D'accord. Ouais. Donc, ça c'est un message pour tous les jeunes. Je pense qu'à Ziguinchor, il y a encore de l'intégrité. Dans les grandes villes, on trouve des gens non seulement qui peuvent ramasser des choses qui ne leur appartiennent pas et l'utiliser ou le vendre, mais il y en a qui arrachent limite, qui prennent, qui volent, qui agressent pour prendre ce qui appartient à d'autres. Alors, pour ces jeunes-là, quel message tu donnerais? Pour ces jeunes, je leur dirais, ils n'ont qu'à regarder vraiment leur propre vie et savoir qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. Ce n'est pas une bonne décision de prendre ce qui ne t'appartient pas. Quoi que tu puisses faire, tu ne l'oublieras jamais. wax ko na ko dégg na ko ñëpp yëg wax ko de te nga bind ko ci kaye. Ce que tu as fait et ce que tu as fait n'est pas bon. Donc, vaut mieux ne pas le faire. Pour garder sa paix intérieure. Et c'est très important pour vivre et avoir la foi de continuer et d'espérer qu'on peut avoir des choses qu'on demande à Dieu. C'est très important. Alors, Bertin, quand il a eu le bac, il a quitté Ziguinchor pour aller à Dakar, faire ses études, c'est ça? Alors, est-ce que tu as vécu un choc à Dakar? Comment ça s'est passé, l'intégration? Oui, c'était un peu difficile. Comme les parents sont loin et ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour nous soutenir, il fallait se débrouiller par-ci, par-là pour pouvoir payer ses études, les fournitures, tous les livres parfois. Et il fallait se démerder pour avoir toutes ces choses et pouvoir cravacher comme les autres. C'était difficile, donc voilà. Et les parents, les moyens ne sont pas aussi comme les autres pour pouvoir vous payer tout ce dont vous avez besoin. Les habits, les chaussures, en plus les fournitures pour l'école, les inscriptions. Tout cela, tu dois te débrouiller, tu dois te démerder pour avoir toutes ces choses. Okay. Et c'est pas quelque chose qui est facile, donc surtout à l'université. Et même pour se loger, il fallait qu'on s'organise pour pouvoir trouver une chambre quelque part où on contribuait pour pouvoir se la payer. Et comme ça, nous pourrions vraiment étudier correctement. Sinon, le reste, c'est difficile. Mais quand même, on s'est débrouillé. Okay. Se donner la voie. Et qu'est-ce que Bertin suivait? Dans quelle faculté tu as été orienté? J'étais à la faculté de droit. Okay. Faculté de droit. J'ai fait la faculté de droit. Donc,
C'est là, après, j'ai pas continué. Ouais, j'ai quitté. Parce qu'il y avait toujours cette formation agricole qui brûlait dans mon cœur. J'avais envie de faire ça. Donc, et j'ai quitté pour aller faire la formation. D'accord. Alors, ça nous étonne quand on sait que tu as quasiment toute ta jeunesse fait de l'agriculture et que tu as la possibilité de faire autre chose que l'agriculture et pallier ça. Toi, tu es parti faire des études dans l'agriculture encore. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que les compétences que tu as acquises dans ton enfance ne suffisaient pas pour être un bon agriculteur ou il fallait augmenter sa connaissance et quand tu es allé dans cette formation, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? En réalité, au village, c'est une agriculture donc rudimentaire, on peut dire. C'est des instruments qu'on utilisait depuis, ça n'a jamais changé, ça n'évolue pas. Les gens cultivent la terre de la même manière que les anciens le faisaient. Et c'est toujours comme ça que les gens le font au village. Et ça n'a pas suffi pour moi donc pour pouvoir acquérir des connaissances quelconques, pour pouvoir faire quelque chose de grand dans l'agriculture comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai eu cette envie de me faire former pour pouvoir acquérir certaines connaissances et augmenter mon background au niveau de l'agriculture afin de pouvoir exploiter cela aussi comme métier. D'accord. David, on va couper pour faire un autre fichier. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc Bertin, on revient à notre discussion. Donc tu fais la formation. C'était pour te professionnaliser, apprendre quelque chose de nouveau, peut-être innover. Alors, qu'est-ce que tu as appris qui t'a choqué, peut-être qui a remis en cause l'idée que tu avais de l'agriculture? Qu'est-ce que tu as découvert dans ta formation qui a chamboulé tes croyances ou ta façon de voir l'agriculture? Bon, chez nous, les gens, souvent, ils faisaient toujours la même chose. La même chose. Ce que l'autre fait, c'est ce que tu fais. Et très souvent, les rendements ne suivaient pas. Et malgré les rendements qui ne suivaient pas, les gens reprenaient toujours la même chose. Et c'était comme c'était une culture. Il faut le faire, il faut le faire. Donc, dans la formation, on a compris que ce n'était pas vraiment le bon choix qu'il fallait faire. Il fallait diversifier les cultures, mais aussi changer le mode de faire. Donc, le travail du sol, tout ça, ça demande des connaissances pour pouvoir avoir un bon rendement. Donc, c'est ça la différence entre cette culture rudimentaire et cette agriculture moderne. Ok. Dans ton enfance, est-ce que tu as cultivé des variétés, par exemple, ou bien c'était toujours les mêmes cultures et les mêmes périodes? C'est toujours les mêmes périodes. Les gens attendaient toujours l'hivernage pour cultiver. Toujours l'hivernage pour cultiver. Les gens n'attendaient que l'eau de pluie pour pouvoir faire quoi que ce soit. C'était difficile de cultiver en saison sèche parce qu'il manquait vraiment de l'eau. Ou sinon, les gens qui font de l'arrosage, juste quelques plants pour arroser et avec l'eau de pluie. Et vous savez que là, tu ne pourras pas faire beaucoup de choses avec ça. Donc, les gens le faisaient juste pour avoir quelque chose, comme les oignons, tout cela. Donc, et ça ne pouvait pas aller beaucoup plus que ça. C'était difficile. Donc, les gens attendaient seulement l'hivernage pour pouvoir travailler. Ok. On peut savoir où est-ce que tu as fait ta formation et quel type de diplôme tu as pu... J'ai fait ma formation au centre professionnel agricole de Cambérène, CPH. Donc, et c'est là que j'ai fait ma formation. Après ça, je suis allé à la SAED. La SAED, la Société d'aménagement des fleuves de la Falémé.
et du fleuve Sénégal, de la Falémé. Donc, c'est là où j'ai fait aussi mes stages. Donc, après ça, je suis revenu à Thiès. Ok. Donc, tu reviens à Thiès. Est-ce que ça a été difficile de trouver, après ton diplôme, de trouver du travail dans ce domaine-là ou pas? Oui, c'était très difficile de trouver du travail. Très difficile de trouver du travail. Mais malgré ça, je n'ai pas baissé les bras. Il y avait mes grands frères qui avaient un champ à Sangué et ils m'ont sollicité pour pouvoir faire un test agricole dans ce domaine qu'ils n'avaient pas encore exploité. Alors je suis venu là comme bénévole pour pouvoir les aider à pouvoir expérimenter leur sol, donc par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et j'ai fait presque, je pense, 3 années avec eux. Donc comme bénévole, je travaillais là-bas. Et voilà. Et c'est surtout ce qui m'avait retenu à Thiès pendant ce temps. Oui. Alors, c'est très important de faire focus sur cette partie-là parce que j'ai cru comprendre que tu cherchais du travail. Tu n'en avais pas encore trouvé. Tu es parti faire du bénévolat. Ce qui veut dire que on peut considérer que c'est un travail non rémunéré. Et que tu as les compétences, tu as ton diplôme, tu n'as pas trouvé du boulot et tu as choisi d'aller travailler pour rien encore, mais pour acquérir de l'expérience. Alors, tous les jeunes, par exemple, qui ont eu des diplômes, masters, qui n'ont jamais travaillé et qui pensent qu'ils doivent rentrer dans le marché du travail avec un gros salaire, quel conseil tu leur donnes? Ba yaa ngi déglul conseil ni conseil papa wala yaay. Alors je le dis, il ne faut jamais attendre. Attendre, c'est le plus mauvais choix dans la vie. C'est très difficile d'attendre. Quand vous attendez, le temps devient encore beaucoup plus long. Et puis après, vous perdez au fur et à mesure de vos connaissances. Donc, si vous trouvez quelque chose à faire, faites-le. Et vous ne vous demandez pas si est-ce que ça m'arrange ou ça ne m'arrange pas. Vous vous fixez sur votre objectif, ce que vous voulez faire, sans pour autant baisser les bras et rester les bras croisés sans rien faire. Sinon, vous allez perdre le fil. Alors, si vous trouvez quelque chose à faire, faites-le et vous allez trouver votre chemin par là. Alors, au bout des 3 ans de bénévolat, est-ce que les choses ont évolué ou bien? Oui, après les 3 années, c'est le projet Bercheba qui m'avait contacté et qui m'a appelé pour venir les aider dans la formation des étudiants là-bas, dans le domaine de l'agriculture. Et j'ai accepté je donnais là-bas la formation, je pense 2 fois par semaine, oui, à Bercheba. Donc je crois que j'ai fait 2 années avec eux, 2 années avec Bercheba, donc avant de quitter encore Bercheba. Ok. Donc on retient que tu as fait 3 ans de bénévolat. Tu as acquis de l'expérience et après cette expérience-là, tu es allé enseigner et après l'enseignement, tu es revenu encore à Thiès. Oui, je suis revenu à Thiès. Donc, une fois que tu es revenu. Et je suis revenu à Thiès et là, c'est une entreprise qui a lancé des, comment on appelle, comment on peut dire, oui, qui demandait des employés pour travailler avec eux dans le domaine agricole. Donc là, j'ai postulé et on a fait les entretiens et j'ai été accepté. Et notre entreprise est basée à Dakar et j'ai accepté. Mais on devait être redéployé au nord, dans le Fouta. C'est là où on devait servir. L'entreprise est basée à Dakar. Et j'ai été accepté pour travailler avec cette entreprise. Mais c'était rémunéré? Oui, c'était rémunéré.
Et là, j'ai accepté de travailler avec eux. Donc, j'ai fait au Fouta presque, je pense, 9 ans avec cette entreprise. Oui, j'ai travaillé avec eux durant tout ce temps. Ok, 9 ans au Fouta. 9 ans Ça a dû être très très endurant parce que c'est pas une zone facile au Sénégal. La chaleur, etc. pour un sudiste qui a vécu dans la verdure. Je n'avais déjà imaginé jamais que j'allais me trouver dans cet endroit-là. Et bon, pour moi aussi, ça fait partie aussi de la formation. Ça fait partie de la formation d'une vie, des expériences à acquérir. Donc tout ça, ça a joué vraiment dans ma vie et ça a développé vraiment mon esprit. Donc par rapport au travail que je veux faire. Donc tout cela, ça m'a vraiment engagé et ça m'a aidé à pouvoir acquérir beaucoup d'expérience par rapport à la vie. Donc être dans un milieu aussi hostile avec une chaleur accablante, quelque chose que tu n'as jamais vécu, c'est vraiment, il faut l'accepter. Sinon vous allez souffrir. Wow, 9 ans de persévérance et tu as tenu bon. C'est vraiment du gëm sa bopp man mën naa ko man waxee noonu. gëm leen yàlla gëm seen bopp yàlla jiitu yow nga topp ci kon boog gëm leen seen bopp. Parce que c'est pas du tout ta zone de prédilection, très différent du côté vert Sénégal au côté sec du Sénégal. Et est-ce que tu as réussi là-bas? Est-ce que l'agriculture est facile? Est-ce que vous avez réussi à faire pousser des arbres, etc. Ou quel était votre travail exactement? Là-bas, on travaillait spécialement dans la tomate industrielle. La tomate destinée à la transformation. Et à la transformation. Donc on était là-bas comme pour coordonner les travaux et aussi conduire, comment on appelle, les évacuations de la tomate déjà récoltée jusqu'à Dakar. Et ensuite à Dakar, la tomate est transformée pour être mise dans des pots, dans des sachets, la tomate concentrée. Donc c'est ça qu'on faisait comme travail. C'est très bien. Alors, quel événement ou qu'est-ce qui a déclenché que tu aies quitté Fouta pour venir à Thiès? Bon, qu'est-ce qui a suivi après cette épisode? Ce qui a suivi après, on discutait à chaque fois avec mon ami Roger d'un projet qu'on voulait faire et on se posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'agriculture? Et on pensait, on réfléchissait, mais on n'avait jamais allé au-delà. Mais quand même, on discutait donc, par rapport à ça. Et après, donc, on avait décidé de commencer quelque chose, comme ce qu'on est en train de faire avec la ferme du berger. Et quand il m'en a parlé que, est-ce que tu as décidé qu'on puisse commencer cette année pour le travail qu'on avait déjà discuté? Eh bien, la première des choses, les premières pensées, c'est comment je vais faire avec la famille. Quand tu n'as pas de salaire, tu vas venir galérer d'abord, commencer un travail, tu n'es pas rémunéré, et puis comment tu vas faire avec la famille, tout cela. J'ai dû beaucoup réfléchir par rapport à cette question pour commencer ce travail que je suis en train de faire. Parce qu'à l'époque, tu étais déjà marié? Oui, j'étais déjà marié. J'étais déjà marié avec un enfant, donc déjà. Tout ça. Quand tu étais au Fouta, oui. Au Fouta, Oui. Donc il fallait sauter, prise de risque. Oui. Se lancer seul, avec une famille. Wow. Et des moyens qui baissent. D'où vient cette force et cette foi, je veux dire, de se lancer comme ça? Il fallait beaucoup prier. Il fallait beaucoup prier, se remettre à Dieu. Et aussi avoir beaucoup de foi par rapport à ce qu'on veut faire. Et là où on veut y aller. Et croire que ça peut réussir. Et ça va réussir. C'est la première conviction que nous avions eue avant de s'engager.
Sans cela, je dirais que je n'allais même pas prendre ce risque. Et le plus important aussi, quand j'ai discuté avec mon épouse, avec est-ce qu'elle va accepter? Parce que si elle n'accepte pas, c'est difficile de faire cavalier seul avec les maigres moyens. Donc c'est difficile si votre épouse ne vous accorde pas ne vous donne pas son accord par rapport à ce que vous voulez faire, ou même adhérer même au projet. Ce sera très difficile. Et par la grâce de Dieu, je ne dirais pas une grande surprise, par la grâce de Dieu, mon épouse a accepté donc de pouvoir faire ce risque avec nous. Et même avec notre enfant, parce que elle-même aussi, j'ai parlé avec elle par rapport à ça, que fini maintenant les bananes, fini les pommes, les corbeilles après. Oui, il faut poser moins de questions, il faut demander moins de choses, parce que papa, voilà ce qu'il va faire. Et elle a dit oui, donc tout le monde, et puis on a prié que Dieu nous donne vraiment le cœur bien disposé pour pouvoir commencer ce travail, parce que vous pouvez imaginer que parfois on prend des décisions et quelque temps après on commence à dire mais tiens, quand les difficultés vont commencer à venir, on a le risque de retourner et de laisser tomber. Donc il fallait vraiment prier pour pouvoir tenir ferme, quelles que soient les difficultés. Et voilà, et on a pris le risque de commencer ça. Ok. Donc le champ du berger, c'est l'endroit où on se trouve. C'est l'endroit où on trouve la ferme du berger. Alors, comment ça a commencé? On est dans la zone de Sangué. Comment vous avez fait pour avoir cet espace, et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'il y avait ici? Pour avoir cet espace, il a fallu faire beaucoup d'investigations, parce que c'est pas ici seulement où on était pour voir là où est-ce qu'on doit s'installer. On a dû faire beaucoup le tour pour voir les domaines où est-ce qu'on pouvait avoir quelque chose, où on peut faire un travail comme ça. On a dû regarder est-ce que là il y a la sécurité, là est-ce que l'accès est facile. Toutes ces choses on a pu voir jusqu'à ce qu'on est venu ici. Donc et Dieu nous a permis de s'installer là pour commencer ce travail par la grâce. Ok. Quand vous êtes arrivé dans l'espace, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que vous avez trouvé? On n'a rien trouvé ici. Il n'y avait rien du tout. C'était comme un désert. Wow. Les gens, certains, ils cultivaient un peu de l'arachide et puis c'est fini. Il n'y avait rien à faire. Le sol était laissé comme ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'arbres. Tout était désert. Il n'y avait rien pratiquement. Donc, mais quand même, on a décidé de nous engager, de prendre. Il n'y avait même pas d'eau. Oui, mais quand même, on a décidé de prendre et de faire quelque chose ici. Ouais. Wow. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été les grandes étapes pour y arriver? Quand quelqu'un acquiert un champ, un espace, qu'est-ce qu'il doit commencer? C'est quoi tes conseils? Par exemple, imagine quelqu'un qui n'a jamais fait de l'agriculture, qui a les moyens pour acheter un champ, qui vient d'acheter un champ nu, un domaine. Par quoi il doit commencer pour éviter de faire des erreurs? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Je dirais la première chose, c'est de trouver de l'eau. De l'eau? Oui. La première chose, c'est de trouver de l'eau. Avant de faire quoi que ce soit, il faut trouver de l'eau. L'eau, c'est la vie. Oui. Pour les plantes et pour les gens. Oui. Dès que tu parles d'agriculture, vous ne pouvez pas ne pas parler de l'eau. Ok. Ça fait partie des éléments de base pour commencer quoi que ce soit en agriculture. Si vous n'avez pas de l'eau, et de l'eau de qualité, ce n'est pas n'importe quelle eau. Et voilà, et de l'eau de qualité. Si vous avez de l'eau maintenant là, vous pouvez commencer quelque chose. Okay. Si vous voulez planter des arbres, vous commencerez là à planter des arbres et les arroser. Si vous voulez construire, vous puissiez utiliser cette eau pour construire. Okay. Tout ça, ça fait partie des éléments de base pour prendre un départ. Donc de l'eau. Ouais. Après l'eau, il faut quoi? Il faut la sécurité. Il faut la sécurité, oui. Il faut la sécurité.
Si vous n'avez pas de sécurité, il vous serait très difficile de faire quoi que ce soit dans ce milieu. Donc, il faut la sécurité, soit clôturer ou bien trouver quelqu'un qui va rester, veiller. Sinon, vous ne pouvez rien faire dans ce milieu si vous n'avez pas la sécurité. Et après la sécurité? Après la sécurité, maintenant, il faut se faire un plan de travail. Donc là où, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Parce que l'agriculture est très vaste. Il y a beaucoup de choses que les gens font. Donc, à vous le choix de savoir ce que vous voulez faire vraiment. Qu'est-ce que vous voulez faire comme travail? Qu'est-ce que vous voulez exploiter? Et ça fait partie de l'agriculture aussi, du travail. Ok, très important. Like, vous commentez positivement, partagez. Donc, Bertin, après l'eau, la sécurité et un plan, bon, l'objectif de l'agriculture, ce qu'on va faire comme business, qu'est-ce qui suit après? Ce qui suit après aussi, c'est comment tu vas le faire et avec qui tu vas le faire aussi. C'est important. Parce que nous ici, depuis qu'on est là, on a essayé de chercher des gens avec qui il faut travailler. Donc, parce que parfois c'est difficile de le faire tout seul. Et puis il y a beaucoup de choses à faire et c'est difficile, tu as besoin des gens avec qui tu vas travailler. Cela aussi c'est un défi pour pouvoir trouver vraiment les gens avec qui tu dois travailler. Ça c'est un grand défi. Ici une parenthèse, ici on est à peu près à combien d'hectares? On est à 3 hectares 900. Ok, presque 4 hectares. Oui. Ok, donc avec qui le faire? Si tu n'avais pas d'expérience dans l'agriculture, tu es un Sénégalais de la diaspora ou bien un Sénégalais intello qui a fait du droit, qui n'a pas eu de parents cultivateurs et qui a les moyens de cela et qui aime l'agriculture et qui voit l'opportunité qu'il y a dedans. Tu viens d'acquérir cet espace-là et que tu as un budget illimité, sauf que tu ne peux pas être présent. Qu'est-ce que tu ferais? Le défi se trouve dans le choix des personnes avec qui tu dois collaborer pour travailler ce milieu. C'est un grand défi, ce que je dis, les personnes de confiance. Votre présence ou votre absence doit être considérée. Doit être considérée. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de trouver quelqu'un à qui vous pouvez avoir confiance. Ça, c'est capital. Sinon, vous investissez dans l'air. Ouais, dans l'air. C'est comme si vous jetez l'argent pas dehors. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine de commencer quoi que ce soit. Donc, autant chercher l'eau, sécuriser, clôturer. Et par exemple, toujours dans ton exemple, tu as personne de confiance, tu as des éléments, des jeunes dans ton champ, mais tu ne leur fais pas confiance. Qu'est-ce que tu peux faire qui te permet d'avoir un contrôle ou d'avoir potentiellement une réussite quand tu seras disponible pour te lancer? Ou quelque chose que tu peux commencer indépendamment du sérieux ou pas sérieux des gens qui sont là? Quelque chose que tu peux commencer par là, c'est d'abord, comme je dis, il faut sécuriser. Il faut sécuriser d'abord. Quand vous sécurisez et quand vous avez tous les éléments nécessaires comme l'eau pour exploiter maintenant, là vous pouvez vous engager à chercher quelqu'un avec qui tu peux commencer à exploiter si vous n'êtes pas disponible. Mais si vous êtes disponible, votre présence quotidienne est aussi nécessaire pour pouvoir soit encourager les gens qui sont là et qui travaillent avec toi, ou bien toi-même, si tu peux mettre la main, tu mets la main aussi pour aller avec eux. C'est important. C'est important. Le leadership. Oui. Alors moi, en tant que personne qui ne se connaît pas beaucoup en agriculture, dans ma tête d'intello, je vais dire que je vais commencer par des arbres fruitiers,
Parce que si tu demandes à une personne de faire que arroser pour que les arbres, des manguiers ou des citronniers, une fois qu'ils vont commencer à produire, là je pourrais commencer à me faire de l'argent. Par contre, le maraîchage, peut-être je vais me dire ça nécessite beaucoup de contrôle ou bien l'élevage. Donc peut-être que je ne me lancerai pas tout de suite dessus. Est-ce que c'est une bonne chose, un bon choix? Ou bien les arbres fruitiers, on peut les perdre aussi? Tout on peut perdre. Tout on peut perdre. Vous pouvez avoir autant d'arbres fruitiers, mais s'ils ne sont pas bien traités, vous pouvez les perdre. Okay. Il y a aussi des choses qui peuvent gâter les arbres fruitiers et aussi qui, s'ils ne sont pas bien entretenus, arrosés, traités, tout cela, tu peux aussi les perdre. Okay. Tout cela, ça, comme je disais tantôt, ça dépend de celui avec qui tu travailles. Est-ce qu'il est engagé, est-ce qu'il est déterminé? Parce qu'il peut être là et que ce soit des arbres fruitiers, ce qu'il doit faire, c'est arroser seulement et qu'il ne le fasse pas. Ou il ne le fait pas correctement. Okay. Il ne le fait pas correctement, donc les arbres vont grandir difficilement et ils ne vont pas vous donner le résultat que vous attendiez. Et puis voilà, vous échouez. Vous échouez. Juste parce que quelqu'un n'a pas fait bien son travail. Ok. Ouais. Donc j'imagine que après le plan, après les personnes de confiance dans le champ, il faut qu'est-ce qu'il faut encore pour que le projet puisse tenir? Le logement, est-ce que c'est important? Des bâtiments, est-ce que c'est important? Oui, ça fait partie de la sécurité, le logement. Il est nécessaire et important d'y habiter à l'intérieur de ton exploitation, de demeurer, de rester là et qu'il y ait quelqu'un de permanent. Ok, tout le temps. Tout le temps présent. Okay. Tout le temps présent. Qu'il n'y ait pas, que vous ne laissez pas le champ tout seul comme ça, qu'il n'y ait personne là, ça ne va pas marcher. Il faut quelqu'un qui soit présent tout le temps. Tout le temps. C'est pour cela construire un logement est nécessaire et important pour que le travail puisse continuer bien et pour réussir. Important. Donc, depuis votre début et votre expérience, avez-vous déjà été cambriolé ou saccagé vos cultures ou avez-vous eu déjà des problèmes d'insécurité ou bien les boys avec qui vous travaillez, est-ce qu'ils ont été en insécurité? En réalité, depuis qu'on est là, par la grâce de Dieu, on n'a pas un problème vraiment, qu'on peut dire très critique ici, à part des gens que tu peux engager et quelque temps après, la personne peut te laisser en catimini. Donc, et dire qu'il arrête le travail comme ça, il s'en va. Donc, tu te retrouves du coup tout seul avec ton travail. Donc, c'est dérangeant, ça donne un peu de soucis donc de comment vous allez faire après avoir pris des engagements, tout cela, et tu te trouves déjà abandonné par celui que tu as engagé et il s'en va et te laisse tout seul. Et on a eu beaucoup de cas comme ça ici, donc, mais malgré tout on est là. Si la personne quitte, nous on prend la charge de faire le travail, de continuer le travail qu'on est en train de faire, oui, en attendant de trouver quelqu'un d'autre. Et autre chose aussi, on a eu quelques problèmes ici, mais c'est pas ici à l'intérieur, c'est au dehors de quelqu'un qui n'a pas pu respecter les consignes qu'on a donné ici de sécurité et qui est sorti et qui a eu quelques problèmes dehors, mais pas quelque chose qui nous a concerné directement. Donc là, bon, ça c'est fini là-bas aussi, mais bon, nous rendons grâce à Dieu que cela ne nous a pas touché vraiment directement et que ça s'est passé dehors et ça s'arrête là-bas. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. C'est important. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui trouvent un boulot dans un champ et qui du jour au lendemain, alors qu'ils venaient d'arriver, peut-être c'était pas un contrat signé, mais un contrat de confiance, et qu'un jour ils décident de partir, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui s'engagent et qui d'un coup ils tiennent plus parole? kaay leen ana waa koñ bi ñëw leen gaaw kaay leen déglu lu muy waaj a wax. En matière d'agriculture, le plus important c'est la patience.
Le plus important, c'est la patience. Priez que Dieu vous donne la patience. Et je dirais dans n'importe quel travail, hein, la patience. Si vous n'avez pas de patience, vous allez rater le fruit de la récolte que vous devez récolter. Alors, les jeunes aujourd'hui, ils sont pressés. Ils veulent avoir tout de suite et mana ce qu'ils espèrent avoir. Voilà. C'est la raison pour laquelle très souvent, comme ils manquent de patience, ils refusent de rester. Ils pensent qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs et ils laissent pour partir. Et après, c'est des regrets qui suivent. Et la plupart des cas qu'on a eu ici, c'est des gens qui sont partis, mais après qui sont revenus vouloir revenir ou reprendre le travail. Donc, comme si ça les attendait. Comme si, ouais. Parce que je pense qu'ils pensaient qu'ils pouvaient trouver mieux qu'ici. Donc, mais après, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés lourdement. Okay. Mais bon, pour dire vrai, quand quelqu'un se comporte comme ça, on ne le reprend pas. On ne le reprend pas. Alors, quelle a été ta plus grosse déception dans l'agriculture depuis ta carrière? Ça peut être au village, ça peut être ici, mais une chose qui t'a vraiment déçu par rapport à l'agriculture, vu que tu parles de patience, mais aussi il peut y avoir des déceptions par rapport à l'agriculture. Oui, quand on est arrivé ici, au début, on n'avait pas l'eau de qualité. On a utilisé l'eau du robinet. L'eau du robinet, et puis l'eau du robinet était salée. On a mis beaucoup d'argent pour mettre la papaye et tout ça, et presque la papaye a eu 1 an sans produire. Parce qu'il y avait, l'eau était salée, ça ne produisait absolument rien. On ne pouvait avoir rien du tout. Et autre chose aussi, on avait commencé des poules, et puis après une maladie est venue, et nous a massacrés. On a eu vraiment... Oui, Sama. Non. Des coups de la tête massue. Oui, il nous arrivait quelquefois presque de verser des larmes, hein, parce que c'était terrible de voir, de ramasser toutes ces choses et pour aller jeter. Vraiment, c'était difficile. Okay. C'est des expériences que tu peux avoir vraiment quand vous vous engagez dans ce domaine. Ce n'est pas quelque chose que l'on cache, hein, pour quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose. Attends-toi aussi à certains coups que tu peux recevoir, mais toujours focus, l'objectif fixé. Okay. C'est ça qui vous fait avancer, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les difficultés, l'objectif visé. Ouais. Okay. Donc, c'est tout à fait naturel que je te pose la question aussi. Quel est le plus grand succès ou la plus grande joie ou en tout cas cette belle surprise que tu peux avoir dans l'agriculture? Des surprises. La plus grande surprise, je dirais, c'est ce domaine qu'on a. Okay. Parce que je m'attendais toujours à ça, c'est-à-dire tu as passé beaucoup de temps à travailler pour des gens, donc à servir les autres, et que tu arrives un jour à faire quelque chose de toi-même, de tes propres mains, pour aussi soit aider d'autres personnes. Okay. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé et qui me tient là jusqu'à aujourd'hui et qui me donne vraiment le courage d'avancer et de persévérer, quelles que soient les péripéties, quels que soient les problèmes. C'est une grande joie, une immense joie même pour moi ici, d'avoir ce domaine-là où je viens tous les jours pour faire quelque chose. Ok, c'est très important. Alors, aujourd'hui, l'agriculture du Sénégal, c'est quoi les challenges? Quels sont les conseils que tu donnerais ou toutes les personnes qui font comme toi, qui ont un domaine, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et que peut-être le gouvernement pourrait contribuer ou des gens qui aiment l'agriculture pourraient peut-être aider à innover ou créer pour vous faciliter la tâche ou que l'agriculture du Sénégal ou le Sénégal soit autosuffisant dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La première chose, c'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau. La terre existe. Il y en a beaucoup de surfaces qu'on n'exploite pas. Après ça, il y a l'engagement des gens et à croire à ce domaine.
Beaucoup de gens en parlent. L'agriculture, retourner faire l'agriculture. Mais il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui aime se salir. Ce n'est pas tout le monde qui aime se salir. Et ça, il faut le reconnaître, surtout nous ici en Afrique. Même si tu es issu d'un milieu paysan ou quoi, les gens n'aiment pas se salir. Et c'est la raison pour laquelle tu vois tout le monde se regroupe dans les villes, dans les bureaux et veulent coûte que coûte avoir du travail là-bas. Et voilà, il y a de l'embouteillage au niveau de ces milieux-là et personne en fait ne trouve du travail sinon une seule personne et qui va finir par soutenir tout ce monde qui reste à la maison sans rien faire parce que personne ne veut se salir. Okay. Et c'est un grand défi pour nous aussi qu'il faut toujours motiver les gens à croire et à pouvoir se lancer dans ce domaine parce que chaque jour qu'on se lève, les gens vont trouver quelque chose à manger. Les gens vont manger quelque chose. Et ce que l'on mange vient du sol. Okay. C'est quelqu'un qui a travaillé ça et qui nous la donne. Et voilà, vraiment, si les gens arrivent à comprendre ça, beaucoup de gens vont se lancer dans l'agriculture. Et même le gouvernement va comprendre et va s'investir davantage pour que les gens puissent vraiment s'intéresser dans l'agriculture. Ça reste beaucoup, le gouvernement en parle, mais les moyens ne suivent pas. Et c'est comme si nous avons la même mentalité comme eux, hein, parce qu'ils sont issus de nous. C'est-à-dire ils en parlent, mais c'est comme s'ils ne croient pas vraiment à l'agriculture. Oui, retourner pour faire l'agriculture, mais si les gens retournent pour faire l'agriculture, ils n'ont même pas les moyens nécessaires pour le faire. Et ils n'ont qu'une hilaire et toutes choses comme ça pour pouvoir travailler un petit lopin de terre, tout ça là. Et puis vous lui dites retourner faire l'agriculture, c'est que vous trompez cette personne. Alors, si le gouvernement ne donne pas les moyens nécessaires pour le faire, et les gens vont se débrouiller, ceux qui peuvent se débrouiller pour se lancer, ils vont se débrouiller, mais beaucoup de gens vont se casser la tête et finir par laisser abandonner ce travail. Donc, c'est ça. Et quand ils abandonnent ce travail, les autres qui n'ont même pas embrassé ce travail sont déjà découragés parce qu'ils prendront ces personnes comme des exemples. Okay. Donc, les personnes qui ont voulu vraiment se lancer dans ce domaine, mais qui n'ont pas réussi. Bien vrai qu'il y a beaucoup de cas qu'on peut citer, mais c'est un métier qu'il faut croire et qui peut vraiment soutenir ce pays, qui peut aider le pays dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Très important. Si tu devais ouvrir une école de formation et placer des jeunes dans des champs où des gens trouvent des difficultés que tu as eues au départ, quel type de jeunes et quel type de jeunes avec quel type de caractère tu prendrais à former et à placer en espérant qu'ils respecteraient leur contrat, par exemple? Tout d'abord, le choix, c'est d'avoir des jeunes qui ont le cœur bien disposé. C'est le plus important. On ne peut obliger à personne de faire ce qu'il ne veut pas faire. Ça, c'est le point de départ de tout. Si la personne n'est pas motivée à faire ce qu'il devait faire, vous ne pouvez pas le forcer. Okay. Et le choix doit se baser sur ce cas précis. D'abord, le cœur bien disposé pour faire. Est-ce que vous aimez vraiment ce que vous voulez faire? Est-ce que vous aimez? Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans amour. Ouais. Nous qui sommes dans l'agriculture comme ça, c'est parce que tout d'abord on a aimé. Passionné. On est passionné. Voilà, on est passionné, c'est le véritable mot. On a de la passion pour faire ça. C'est la raison pour laquelle tu vois, même si tu sèmes et puis ça se passe mal, tu continues. Tu gardes espoir. Tu lâches pas. Oui, tu lâches pas. Mais celui qui vient juste par, par accident, comme ça dans ce domaine, il va automatiquement abandonner et plier bagages pour aller faire autre chose. Et il dira à tout le monde, non, ça c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Et par contre, celui qui a le cœur bien disposé, qui a de la passion, il restera. Okay. Et quelles que soient les difficultés, il va tenir bon. Très important. Investir ici. Et quels sont les types d'investissements possibles avec toi? Est-ce que c'est possible de venir dire, bon, Bertin, moi j'ai 2 millions, je les ai mis dans mon compte épargne,
je veux les faire fructifier. Je sais qu'il y a des risques. Ok, donc comment je peux investir et peut-être en combien de temps je peux faire retour sur investissement et combien je peux gagner en plus de ces 2 millions par exemple, pour un chiffre. Oui, là, c'est quelque chose à discuter avec la personne. Ouais. Donc, de dire oui, d'accord, comme ça, c'est possible. Donc, oui, c'est compliqué. Mais quand tu es en contact avec la personne et vous discutez parce que dans ce cas précis de partenariat, il y a plusieurs termes qui entrent dedans et plusieurs engagements aussi qui entrent dedans, de quelle manière et de comment. Et tout ça aussi, ça fait partie de la confiance que la personne soit par rapport à vous et que aussi vous avez par rapport à lui. Pour ne pas que cette même personne il vous attire des ennuis par rapport à vos engagements. Dans tout ça, ça se discute et la disposition de l'un ou de l'autre. Donc, les deux peuvent s'entendre pour pouvoir faire quelque chose. Ok. Ouais. Donc, c'est important. En tout cas, alors, ça tire en longueur. Donc, comme vous pouvez voir, on est dans un champ, assis sur des boudons. À la lumière du jour, donc le soleil est en train de se coucher et il faut qu'on termine. Mais avant de terminer, j'aimerais te poser une question quand même pour que les gens puissent savoir ce que tu offres sur la table. Qu'est-ce que vous faites ici? Quel type d'élevage ou d'agriculture? Et plus tard, si quelqu'un voudrait aussi acheter, qu'est-ce qu'il pourra acheter chez vous? Ici, nous travaillons le sol, nous faisons le maraîchage, nous faisons l'arboriculture et nous faisons aussi la volaille. Nous travaillons aussi, nous avons quelques animaux, donc pas beaucoup. Oui. Et en grosso modo, c'est ça que nous faisons. Nous produisons des œufs. Et nous avons aussi la papaye et toutes ces choses que nous faisons ici. Ok. Ouais. Bon, peut-être que donner le numéro, ce serait t'attirer des problèmes. Mais est-ce qu'il y a un moyen de commander aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un email ou bien est-ce qu'il y a un numéro professionnel du champ? Oui, il y a un numéro professionnel du champ. Okay. Donc, c'est le numéro de la ferme. Donc, toutes les questions que vous voudrez nous poser et des choses qu'on voudrait nous demander, si nous le produisons ou pas, faire des commandes, c'est à ce numéro qu'il faut appeler. Okay. Nous sommes joignables tous les jours. Et sur WhatsApp et aussi si on appelle direct. Très bien. Ouais. Alors, la question que je pose toujours à mes invités, c'est ku gëm sa bopp naka lay mel. Xam naa ni dégg nga Joola bu baax. J'aimerais quand même que tu le fasses sur les 3 langues que je suis sûr que tu connais. En français d'abord, après en Joola pour les frères Joola et en Wolof pour tous les jeunes du Sénégal qui comprennent pas français. Kon ku gëm sa bopp yan jikko la war a am, nan la war a mel? Ku gëm sa bopp d'abord dafa war a am fit. dafa war a am fit gëm ci lu mu ne xool caméra bi. waaw dafa war a am fit gëm ci lu muy def. tamit takku dëgër. engagé ci lépp lu muy def koo xamante ne dafa gëm sa bopp. boo gëmee sa bopp bu baax a baax amul daw res da ngay dem ba jeex mu metti mu neex da ngay dem ba jeex doo dellu ginnaaw ndaxte da nga gëm te da nga wóolu sa bopp ne li ngay def da nga koo gëm te da nga koo bëgg di nga dem ba jeex. Si tu as confiance en toi et tu crois vraiment à tes capacités, à ce que tu peux faire, tu ne recules jamais, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les péripéties, que ça soit bon, que ça soit mauvais. En tout cas, tu crois comme faire que tu vas réussir et tu iras jusqu'au bout. C'est ça qui te donne le succès. Oui, nemo malagende au. Panuanken
hano hanken yoji lisum hano hanken no yokujo obaju handu solamo handu fanimo. Voilà. Très important. Alors, merci d'avoir suivi en tout cas cette interview dans un champ. Un clin d'œil à toutes les personnes passionnées de l'agriculture. Un clin d'œil au gouvernement pour qu'ils sachent qu'il y a des gens qui travaillent la terre, qui ont des compétences pour former des jeunes, mais pas n'importe quel jeune. Donc, si tu es un jeune qui habite en Casamance, qui comprend Diola, qui aime l'agriculture, qui n'a pas de compétences, qui veut se faire former, vous avez un frère ici qui peut vous aider, mais aussi où vous pouvez, un champ aussi, vous pouvez contribuer, mettre la main dans la pâte, apprendre, mais aussi soutenir. Donc, si tu nous écoutes aussi, que tu es un Sénégalais de la diaspora, qui a les moyens pour investir dans un champ et qui ne sait pas par où commencer, voici un bon conseiller, voici un bon partenaire pour vous soutenir, avec qui vous pouvez collaborer. Pourquoi pas investir et aider quelqu'un à réussir et faire un retour sur investissement efficace, parce que la personne a des connaissances. Mais je t'entends confirmer. Plein de personnes qui sont lancées dans l'agriculture, qui ont échoué. Il faut de la connaissance. Il faut beaucoup de patience. J'aurais retenu beaucoup de patience. Il faut de l'eau, la sécurité et des personnes dignes de confiance. Et surtout des jeunes déterminés, passionnés, comme il l'a dit. Les jeunes du Sénégal, il y a du boulot. Acceptez de mettre la main, acceptez d'être sali, de se salir dans un champ pour que demain vous puissiez être quelqu'un qui va donner à manger à plein de bouches. C'est très important. Bertrand, je te donne le mot de la fin et on clôture. Alors je vous dis merci, vous qui nous écoutez, et nous disons que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à pouvoir vous aussi vous engager et être déterminé à faire ce que vous voulez faire. Et nous vous disons, n'ayez pas peur de vous engager dans ce domaine. Et nous croyons au Seigneur, c'est lui qui bénit. Et nous croyons qu'il nous soutienne et nous allons aller jusqu'au bout avec lui sans reculer. Que le Seigneur vous bénisse et merci. na si ñëpp jot ndax jaar-jaar bii dafa am solo na nga ko partagé képp ki nga xamante ne war na ko mën a amal njëriñ te sax xam nga lan la képp ko partagé yàlla na sa jàmm yàgg. Merci beaucoup. Ciao. Sunu maam Amadou Hampâté Bâ dafa doon wax ni